La dommage ouvrage a été créée en 1978, en même temps que la décennale a été rendue obligatoire, pour répondre à un besoin. Ce besoin, on s'est aperçu qu'effectivement, lorsqu'il y avait un sinistre, les gens avaient du mal à se faire indemniser par l'assureur décennal des intervenants. Et pour sécuriser le particulier, le maître d'ouvrage, l'occupant, la loi, le législateur a imaginé un système dit à double détente, à savoir l'assurance dommage ouvrage va payer la malfaçon et pour l'obliger à la payer rapidement, elle va l'obliger à le faire, obliger l'assureur à le faire dans un délai prévu par la loi. Et salut à toi futur rentier, j'ai le plaisir de te retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction avec Christian. Bonjour, rebonjour. Ouais, rebonjour, donc là c'est la deuxième vidéo, dans la suivante, tu iras voir la précédente vidéo. Donc Christian est mon courtier en assurance spécialisé sur les assurances de chantier. Donc on t'a fait une précédente vidéo déjà sur l'assurance décennale, tu iras la regarder. Le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est sur la dommage ouvrage. Donc si tu nous rejoins, je t'explique très rapidement le concept de cette vidéo. Je construis actuellement 2 maisons, donc on se situe dans l'une d'une actuellement. Et j'ai décidé de faire des vidéos YouTube en découpant toutes les étapes de ce chantier de construction. Et là, on est sur la partie assurance, qui est une partie qui intéresse énormément de monde. Donc on va voir avec Christian la dommage ouvrage. Et premièrement, on va démarrer sur qu'est-ce que la dommage ouvrage. Oui, c'est d'abord la bonne question parce que pourquoi une dommage ouvrage alors qu'il existe déjà une obligation d'assurance décennale pour tous les intervenants, comme on l'a précisé, de l'architecte jusqu'au peintre. La dommage ouvrage a été créée en 1978, en même temps que la décennale a été rendue obligatoire, pour répondre à un besoin. Ce besoin, on s'est aperçu qu'effectivement, lorsqu'il y avait un sinistre, les gens avaient du mal à se faire indemniser par l'assureur décennal des intervenants. Et pour sécuriser le particulier, le maître d'ouvrage, l'occupant, la loi, le législateur a imaginé un système dit à double détente, à savoir l'assurance dommage ouvrage va payer la malfaçon et pour l'obliger à la payer rapidement, elle va l'obliger à le faire, obliger l'assureur à le faire dans un délai prévu par la loi. En un mot, l'assureur doit régler le sinistre. Il doit faire une proposition chiffrée dans les 90 jours et il doit envoyer le chèque 15 jours plus tard. Donc tout doit être plié en 105 jours. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus antérieurement. Chaque fois qu'il y avait un sinistre, le plus souvent il fallait faire un procès aux assureurs décennales. Soit parce qu'il y avait plusieurs assureurs en cause et chacun se renvoyait la balle, soit tout simplement parce que la loi ne leur avait pas donné de délai pour intervenir. Et les délais, c'était des délais de la justice. Donc un procès construction, en moyenne, c'est 7 ans. Et le coût du sinistre, qui valait 10 au départ, valait 10 fois plus à l'arrivée. Donc inflation des coûts et délai qui étaient totalement inconfortables pour quelqu'un qui a une malfaçon et qui doit être obligé de la garder pendant tout ce temps-là. Donc la dommage ouvrage a permis d'accélérer les démarches et d'obliger les assureurs à payer. Et les obliger à payer dans un délai court et avec à la clé des sanctions s'ils ne respectent pas ces délais. Dans les 60 jours, il doit donner sa position, oui ou non, ça rentre dans la garantie. Et 90 jours après la déclaration, il doit dire voilà, ça, nous vous proposons tant. S'il faillit dans ces 2 délais, le client, le maître d'ouvrage lésé, lui notifie qu'il va réparer aux frais de l'assureur et il fait la réparation, même si l'assureur avait l'intention de refuser la garantie parce que ce n'était pas un sinistre d'ordre décennal. Pour une fissure non infiltrante, elle n'est pas d'ordre décennal. S'il a fait une déclaration et que l'assureur des hauts a failli au niveau des délais, eh bien, il réparera et il sera obligé de la payer. Donc, sanction lourde pour les assureurs qui devront prendre en charge des choses qui ne sont dommage ouvrage, mais des choses qui ne le sont pas aussi et qu'il aurait refusé s'il avait s'il était intervenu dans les délais prévus. Super. Donc une protection importante, mais c'est quand même pas une tout risque tout.
c'est-à-dire qu'elle est inscrite aussi dans les mêmes critères que la décennale. Il faut que la malfaçon rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou compromette sa solidité. On reste dans les mêmes garanties décalquées de la décennale. La seule chose, c'est que l'assureur intervient en préfinancement et après récupère auprès des entreprises ou des bureaux d'études ou d'architectes les sommes qu'il a payées. Super. Donc c'est une assurance à double détente. Parfait. Je t'inviterai à regarder la précédente vidéo qu'on a faite sur la décennale et comme ça tu regarderas en quoi il en ressort exactement. Merci. Dans quel cas du coup est-ce qu'on souscrit une dommage ouvrage? Alors c'est là que c'est délicat selon les types d'ouvrages que l'on fait. Il y a ce qu'on peut dire théoriquement la loi prévoit et puis il y a aussi ce que le marché de l'assurance, les compagnies ont la volonté de faire. Globalement, la dommage ouvrage, ce n'est pas la tasse de thé des assureurs. Donc pourquoi? Il faudrait rentrer dans les détails, on aura l'occasion peut-être d'en dire quelques mots, mais c'est un risque lourd. N'oublions pas que l'assureur, aussi bien décennal que dommage ouvrage, est marié pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on va traîner cette possibilité, cette épée de Damoclès d'une malfaçon pendant 10 ans. 10 ans, c'est long. C'est long. Donc, ça implique de provisionner 1/10 de la prime dommage ouvrage que vous avez payée pour tenir la distance. Donc, les assureurs sont peu nombreux à s'intéresser à cela. Et plus le risque est petit, moins on a d'assureurs. Pourquoi? C'est facile à comprendre. On a dit qu'il fallait payer vite. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un client va faire une déclaration, mon plafond est taché, mon ci, mon là, l'assureur est obligé d'envoyer un expert. Éventuellement, cet expert va dire désolé, elle n'est pas infiltrante, c'est pas assez grave, il n'y a pas assez de gravité. Et chaque fois, ça va faire 1 000 € de frais d'expertise, alors que le client, on ne lui a rien payé en indemnité, mais l'assureur a eu des frais. Quand vous avez une prime de 4 ou 5 000 € sur une dommage ouvrage, vous voyez que sur 10 ans, vous faites intervenir 3 fois l'expert et vous avez mangé la prime. Donc, sur les petits risques, les assureurs sont peu nombreux et souvent, pour revenir, refusent d'assurer. L'exemple type, c'est le gars qui refait l'appartement, il va refaire du carrelage, il va recloisonner, il va faire un faux plafond. On va avoir pour 70 000 – 80 000 € de travaux. Ben là, on n'aura pas d'assureur, ou si on en a un, il va prendre une prime de l'ordre de 4 000 €. Ça va paraître totalement ahurissant, disproportionné. C'est peu adapté, une dommage ouvrage. Voilà, très peu adapté pour les petites rénovations, et mieux adapté, plus le montant des travaux est élevé, plus le coût devient raisonnable eu égard à ce coût de construction. À partir, selon vous et votre expérience, à partir de quel montant de rénovation vous dites c'est important d'avoir une dommage ouvrage? Je dis, c'est important quand on fait, on l'a dit lorsqu'on a évoqué le problème de la décennale, c'est cette notion d'ouvrage. Quand on refait un appartement dans son intégralité, effectivement, on a créé un ouvrage et là, il faut absolument l'apprendre. D'autant plus que si c'est pour soi, après, on dira deux mots sur 70 pardon, excusez-moi de vous couper, même sur 70 000 € de rénovation? Dans la mesure où on a refait avec 70 000 € un certain nombre de lots techniques, la dommage ouvrage devient nécessaire. D'accord. Alors, deux cas, celui qui refait pour lui, pour louer, il peut dire « je fais l'impasse sur la dommage ouvrage, je conserve précieusement les attestations décennales et les devis des intervenants et je les mettrai en cause. Parce que c'est pour moi, je suis d'accord pour en faire l'impasse. » Un marchand de biens qui achète un truc et qui refait tout, quand il va passer devant le notaire va lui dire « mais est-ce que vous avez souscrit une dommage ouvrage ?» Et puis, il engage sa responsabilité en cas de vente dans les 10 ans. S'il ne la souscrit pas, il doit subir la garantie des vices cachés, c'est-à-dire qu'il est porteur des malfaçons pendant 10 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez pour la choisir, la dommage ouvrage, et disons les 3 pièges dans lesquels les gens tombent, malheureusement, les professionnels tombent généralement avec des assureurs? C'est quoi les trois cas, on va dire, à éviter? Je dis, déjà, les assureurs ont mis un certain nombre de conditions minimales en dessous desquelles ils ne vont pas. Donc, il faut déjà arriver à avoir ces conditions. La plupart du temps, ils imposent un architecte avec une mission complète ou un maître d'œuvre avec une mission complète. Donc, avoir déjà un architecte, après, sur des petits montants qu'on vient évoquer, il faut faire attention, je dirais, aux entreprises. Parce que l'assureur, il va contrôler
les devis, il va contrôler la garantie. N'oublions pas qu'il fait un recours après pour récupérer ce qu'il a payé. Et pour que ce recours soit certain, il faut qu'il y ait une adéquation entre le marché ou le devis accepté par le maître d'ouvrage et les garanties d'assurance qu'il a. Alors, le piège, c'est justement d'avoir pris une entreprise, de lui avoir fait faire un certain nombre de travaux, alors que ces travaux ne sont pas compris dans l'assurance. L'assureur dommage-ouvrage, quand il va recevoir ça, il va dire « moi, je ne peux pas faire ». Et donc, vous vous retrouverez avec une impossibilité de faire une dommage-ouvrage et vous avez l'entreprise sur le chantier, parce que tous les assureurs d'entreprise n'accepteront pas forcément de rajouter des activités par rapport au marché, parce qu'elles considèrent qu'il n'a pas le profil. Beaucoup d'artisans aujourd'hui, effectivement, cherchent effectivement à globaliser leur intervention, intervenir en tout corps d'État par exemple, alors que leur assurance n'est pas du tout dans cette optique. Elle est plus optique métier. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention à cela, hein, entre l'écart qu'il y a entre les marchés signés, les devis réalisés et les garanties d'assurance. C'est le principal écueil. Ok. Christian, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Futur entier, j'espère que ça t'a plu. Donc tu retrouveras dans la description le lien de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction, donc ne les rate pas. Et un lien de ma part où tu pourras cliquer, tu recevras gratuitement par mail plusieurs vidéos de ma part sur l'investissement immobilier. Tout est gratuit, je te donne des conseils, des extraits de séminaires, le détail de toutes mes opérations immobilières. Là on est dans des maisons, mais j'ai démarré par un studio, puis des petits immeubles, voilà. Donc tu regarderas un petit peu cette progression, ça te permettra de te développer, d'investir dans l'immobilier de manière rentable. On te souhaite, avec Christian, une bonne journée. On leur souhaite une bonne journée. Oui, on souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et voilà, et des dommages ouvrages et plein de chantiers qui se passent bien. Bonne journée, à très bientôt, salut.